Le Burkina Faso, en janvier 2026, ne vivait pas un simple coup d'État échoué. Ce n'était pas le bruit d'un coup de feu retentissant, mais celui d'un État qui mettait à jour les masques de ses ennemis. Dans un exposé sans précédent, Ibrahim Traoré, au cœur de l'affaire, est devenu bien plus qu'un simple chef d'État. Il est devenu le symbole de cette déstabilisation. Mais comment une telle tentative de renversement a-t-elle échoué? Pourquoi l'État a-t-il choisi l'exposition plutôt que de se cacher derrière le silence, rompant avec des décennies de coups d'État manqués où l'amnésie et la médiation l'emportaient? Les événements de janvier 2026 au Burkina Faso marquent un tournant majeur dans l'histoire politique du pays. Ibrahim Traoré, en révélant cette tentative de renversement, a non seulement exposé un complot complexe, mais a également envoyé un message clair. L'impunité et l'ambiguïté qui entouraient les coups d'État en Afrique sont désormais révolues. Pour la première fois, un gouvernement a choisi de mettre fin à la tolérance des conspirations par la transparence. Ce n'était pas seulement une question de légitimité, mais un acte politique fondamental visant à redéfinir la façon dont le pouvoir est perçu et contesté. En dévoilant cette intrigue au grand jour, l'État ne se contentait pas de neutraliser une menace, mais de réinitialiser l'équilibre des pouvoirs, en rejetant une fois pour toutes l'idée que l'Afrique puisse être un terrain de jeu pour des luttes de pouvoir impunies. Le message était clair. Un coup d'État échoué n'était plus un simple incident, mais un défi direct à l'autorité nationale. Et maintenant, une question essentielle. Ce moment marque-t-il un tournant pour l'Afrique ou est-ce une exception à la règle? Le complot qui a frappé le Burkina Faso en janvier 2026 n'a pas été une rébellion chaotique, mais un plan froid et méthodique orchestré bien au-delà des frontières du pays. L'histoire de cette tentative de renversement remonte à plusieurs mois avant son échec public. Le réseau conspirateur, dirigé par Paul-Henri Sandogo Damiba depuis l'exil, n'a pas cherché à imposer un changement idéologique, mais plutôt à restaurer un ancien ordre politique. Leur objectif n'était pas d'établir une nouvelle gouvernance, mais de déstabiliser la direction actuelle et de rétablir un statu quo politique favorable à leurs intérêts. Au cœur de ce complot se trouvait Ibrahim Traoré, qui ne représentait pas seulement l'autorité en place, mais aussi un obstacle à leurs ambitions. L'intrigue a été soigneusement construite sur trois couches stratégiques. La première phase était chirurgicale, éliminer des cibles clés dans les forces armées et les unités de renseignement. La seconde, logistique, impliquait l'approvisionnement en armes en contournant les contrôles internes grâce à des transferts discrets et efficaces. Enfin, la troisième phase prévoyait l'activation des cellules clandestines dès que le signal serait donné, espérant exploiter la confusion et la rapidité de l'action pour compenser l'absence de soutien populaire. Cependant, malgré cette sophistication apparente, le réseau conspirateur a sous-estimé une réalité cruciale. L'État avait anticipé cette manœuvre. Au lieu de réagir dans l'urgence, les services de sécurité ont patiemment observé. Chaque mouvement des conspirateurs a été minutieusement documenté, chaque transfert d'argent, chaque communication interceptée. L'exposition du complot n'a pas été une simple réponse aux événements, mais une stratégie calculée de déstabilisation du narratif traditionnel des coups d'État. Ce n'était pas une rébellion impulsive, mais une tentative soigneusement orchestrée qui, au final, a échoué non pas à cause de la répression, mais de la vigilance et de la patience de l'État. Ibrahim Traoré n'était pas seulement un président au moment où ce complot a éclaté. Il représentait l'incarnation d'une nouvelle direction pour le Burkina Faso, un leadership qui avait perturbé les attentes bien ancrées et défendu une souveraineté nationale longtemps fragilisée. C'est à travers lui
que cette tentative de coup d'État a pris un tour symbolique. Ce n'était pas une simple attaque contre une personne, mais un défi direct à une politique de souveraineté qui refusait de se plier aux anciennes dynamiques de pouvoir. Traoré, en tant que leader, a compris que son rôle n'était pas seulement de gouverner, mais de protéger l'intégrité du pays et de son peuple contre des forces internes et externes qui cherchaient à déstabiliser cette stabilité fragile. Dans les premières heures du complot, les impacts ont été immédiats et frappants. Les premiers signes de trahison ont surgi à travers des murmures dans les forces armées et des transactions suspectes entre anciens alliés de l'État. Traoré, tout en restant concentré sur ses objectifs, a dû rapidement adapter ses stratégies. Il a compris que pour éviter une implosion, il fallait non seulement protéger les structures de l'État, mais aussi maintenir la cohésion au sein des forces armées et des services de sécurité. La première réaction du gouvernement fut la mise en place d'une surveillance discrète, analysant chaque mouvement, chaque personne impliquée, sans déclencher une répression qui aurait pu alimenter la rébellion. Ibrahim Traoré, loin d'être une simple victime dans cette affaire, a montré une capacité à anticiper et à déjouer les manœuvres ennemies, mettant en place une architecture de sécurité qui allait déstabiliser la conspiration au moment où elle croyait avoir franchi sa phase critique. Le complot contre Ibrahim Traoré a été soigneusement préparé avec des étapes stratégiques visant à prendre le pouvoir sans éveiller de soupçons immédiats. Cependant, ce n'était pas un coup d'État improvisé, mais un plan méthodique qui visait à exploiter les faiblesses perçues de l'État burkinabé. L'activation des premières cellules a commencé subtilement. Les conspirateurs ont mis en place des dispositifs de communication sécurisés, distribué des fonds à travers des réseaux de blanchiment d'argent et recruté des militaires disgraciés qui avaient des rancunes contre le régime. L'objectif était de déstabiliser l'appareil militaire et d'infiltrer les zones stratégiques comme les unités de drones et les bases aériennes cruciales pour la sécurité du pays. Le plan était divisé en trois grandes phases. La première, un démantèlement ciblé des unités stratégiques de l'armée. La seconde, un approvisionnement discret en armement. Et enfin, la troisième phase qui visait à frapper le gouvernement lorsque l'État serait plongé dans le chaos. En début janvier 2026, les conspirateurs ont cru que leur moment était venu. Ils ont lancé une série d'attaques coordonnées pour désorganiser le commandement de l'État, notamment en perturbant les lignes de communication et en ciblant des installations militaires essentielles. Ils s'attendaient à une réponse lente de l'État, mais ils ont sous-estimé la vigilance des services de renseignement et de sécurité. Le gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a immédiatement activé son plan de défense. Plutôt que de réagir précipitamment, l'État a choisi de rester calme et de surveiller l'évolution de la situation, tout en recueillant des informations détaillées sur le réseau de conspirateurs. Chaque mouvement a été enregistré, chaque acteur clé a été suivi et chaque réseau de communication a été infiltré. Traoré a rapidement compris que la meilleure façon de neutraliser cette menace était de l'exposer au grand jour. Il a ordonné une mobilisation discrète des forces de sécurité, tout en préservant un calme apparent pour éviter de déclencher une panique. Les services de sécurité, en collaboration avec les forces armées fidèles au gouvernement, ont commencé à détruire les cellules conspiratrices une par une. Les arrestations ont été stratégiquement planifiées et coordonnées de manière à éviter de créer des martyrs ou d'éveiller l'opinion publique contre l'État. Plutôt que de réagir de manière chaotique, l'État a opté pour une approche patiente, prenant le temps de recueillir des preuves, de surveiller les interactions et de suivre les transferts de fonds qui finançaient les conspirateurs. Au moment
Où l'opération d'arrestation a été lancée, elle n'a pas été perçue comme une répression d'un soulèvement populaire, mais comme une exécution minutieuse d'une stratégie préétablie. L'État avait vu grandir cette menace et avait attendu le moment où le complot serait devenu si évident qu'il serait impossible de le nier. Ce n'était pas une réaction impulsive, mais une réponse calculée à un plan qui avait été minutieusement orchestré depuis l'extérieur du pays. Le succès de l'intervention de l'État contre le complot de renversement repose en grande partie sur la collecte de preuves quantifiables et l'analyse des données. Dès le début de l'opération, les services de sécurité ont agi de manière systématique pour suivre l'évolution de la conspiration. Trois éléments de preuve principaux ont joué un rôle déterminant dans la neutralisation du complot: les transferts financiers suspects, les communications interceptées et les arrestations ciblées des conspirateurs. Premièrement, les services de sécurité ont détecté des transferts d'argent venant de l'extérieur du pays, envoyés à travers des intermédiaires dans des États voisins. Ces fonds étaient utilisés pour acheter des armes et soutenir les conspirateurs dans la préparation de leurs actions. En analysant les mouvements d'argent, les autorités ont pu tracer le réseau de financement de l'opération, identifiant les points de transfert et les intermédiaires impliqués. L'une des principales arrestations a été celle d'un commerçant impliqué dans ces transferts d'argent, qui a fourni des informations précieuses sur la façon dont l'argent était dirigé vers les cellules de l'opposition. Deuxièmement, les communications secrètes entre les conspirateurs ont été interceptées à plusieurs reprises. Grâce à une surveillance électronique et à l'infiltration de réseaux de communication, les autorités ont pu recueillir des messages détaillant les plans des conspirateurs. Par exemple, une série de conversations entre un militaire en exil et un officier de l'armée burkinabé a révélé des détails sur l'approvisionnement en armes et les discussions sur le timing de l'attaque. Ces communications ont prouvé que le complot n'était pas un mouvement spontané, mais une opération soigneusement planifiée. Troisièmement, les arrestations des membres du réseau ont fourni des preuves directes et tangibles des intentions des conspirateurs. Lors de l'arrestation d'un haut responsable militaire, les autorités ont saisi une liste de noms d'autres conspirateurs ainsi que des plans détaillés pour un assaut simultané sur plusieurs points stratégiques périphériques du pays. Ces documents ont non seulement exposé l'ampleur de la conspiration, mais ont aussi permis de remonter à l'extérieur du pays pour identifier les financements et les soutiens étrangers. En outre, une analyse des armes saisies a montré que celles-ci avaient été acquises à travers des réseaux internationaux de trafic, ce qui a permis de relier le complot à des acteurs extérieurs influents. Ces éléments ont constitué une base solide pour démontrer que la conspiration n'était pas seulement un complot interne, mais un acte de sabotage soutenu par des puissances extérieures, cherchant à déstabiliser le gouvernement d'Ibrahim Traoré. Ils ont mis en lumière la sophistication de l'opération ainsi que la détermination des conspirateurs à exploiter les faiblesses de l'État burkinabé. Mais, plus important encore, ces preuves ont permis à l'État de prévenir une crise majeure et de rétablir l'ordre sans recourir à une répression violente qui aurait pu diviser davantage le pays. La situation au Burkina Faso en janvier 2026 a suscité des débats intenses sur la gestion des coups d'État en Afrique. D'un côté, certains ont souligné la réaction de l'État comme un modèle de stabilité et de résilience face à une tentative de renversement organisée par des acteurs internes et externes. Selon eux, l'intervention de l'État a mis fin à une tradition de coups d'État impunis, envoyant un message clair à la région que de telles actions ne seraient plus tolérées. Ces défenseurs de la politique d'Ibrahim Traoré voient dans cette répression une démarche nécessaire pour la consolidation de la souveraineté nationale, un moyen de mettre fin à la manipulation de la politique par des puissances extérieures.
et de montrer que le Burkina Faso n'accepterait plus la déstabilisation sous prétexte de changement de régime. Cependant, d'autres observateurs affirment que la répression d'un complot de coup d'État, bien que justifiable d'un point de vue de la légitimité de l'État, pourrait avoir des effets à long terme plus problématiques. En effet, cette action, bien que décisive, a exacerbé les tensions internes et a suscité des inquiétudes sur la concentration du pouvoir entre les mains d'Ibrahim Traoré. Cette perspective soulève la question de savoir si la réaction de l'État n'a pas renforcé les structures de pouvoir existantes au détriment de l'ouverture politique et de la démocratisation. L'argument avancé par ces critiques est que, en réprimant aussi durement la conspiration, l'État n'a pas seulement mis fin à une menace immédiate, mais a aussi renforcé un système politique de plus en plus autoritaire. Il est également possible d'observer que la répression a eu un effet paradoxal en renforçant certaines dynamiques de pouvoir plutôt que de les briser. Au lieu de parvenir à une démocratisation complète, l'action de l'État pourrait alimenter un cycle de méfiance et de répression qui, à terme, nuira à la stabilité à long terme du pays. La question est donc de savoir si l'approche d'Ibrahim Traoré a été un mal nécessaire pour préserver l'unité du pays, ou si elle a jeté les bases d'un pouvoir centralisé qui pourrait entraîner de nouvelles formes de déstabilisation. En ce sens, la réaction de l'État pose une question plus large sur la nature du pouvoir en Afrique. Peut-on maintenir la stabilité sans sacrifier la démocratisation? En empêchant une tentative de coup d'État, l'État a montré qu'il est possible de défendre l'intégrité nationale. Mais cette victoire pourrait bien être accompagnée de compromis en matière de gouvernance. Ibrahim Traoré a fait un choix décisif: exposer l'intrigue plutôt que de la dissimuler. Ce n'était pas simplement une décision tactique, c'était un geste politique majeur. Le moment où l'État a révélé le complot a marqué une rupture avec les pratiques traditionnelles des coups d'État en Afrique, où les régimes échoués disparaissent souvent dans l'oubli ou sont réintégrés par des négociations politiques. En exposant publiquement l'ensemble du réseau conspirateur, le gouvernement a non seulement mis un terme au complot en cours, mais a aussi envoyé un message fort à tous ceux qui tenteraient de suivre cette voie. Il n'y aurait plus de place pour l'impunité. Ce moment de transparence a profondément modifié la perception des coups d'État dans la région. Ce n'était pas une répression brutale, mais un acte calculé pour anéantir l'influence de puissances extérieures et éliminer toute tentative de déstabilisation. Mais au-delà de la victoire immédiate, la révélation de ce complot a eu des répercussions plus larges. Elle a redéfini les règles du jeu politique en Afrique. À travers cette action, Traoré a clairement établi que les tentatives de renversement ne seraient dû plus tolérées, et surtout que la vérité serait la meilleure arme contre ceux qui cherchaient à semer le chaos. Les conséquences de la tentative de coup d'État contre Ibrahim Traoré ont été profondes et se sont répercutées au-delà des frontières du Burkina Faso. Bien que l'opération de déstabilisation ait échoué, elle a révélé de nouvelles dynamiques géopolitiques et a montré à quel point les acteurs extérieurs influencent la politique interne de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Les acteurs régionaux, ainsi que des puissances internationales, ont observé attentivement l'évolution de cette crise, marquée par une confrontation directe entre le pouvoir en place et des forces qui cherchaient à maintenir des anciens réseaux de pouvoir. La déstabilisation de l'État burkinabé, même temporaire, a offert une occasion pour ces forces extérieures de tenter d'intervenir. Mais la réaction décisive du gouvernement a brisé leurs espoirs de jouer un rôle clé dans le futur politique du pays. Pour les groupes internes qui avaient participé à ce complot, les conséquences ont été immédiates. L'arrestation et l'exposition publique des conspirateurs ont non seulement mis fin à leur plan, mais ont aussi détruit leur réseau de soutien. Les preuves de financement étranger ont révélé l'implication de puissances extérieures qui soutenaient secrètement l'opération.
mais elles ont également montré que, contrairement à ce que l'on pensait, ce n'était pas une rébellion populaire, mais une tentative de manipulation par des élites et des intérêts étrangers. Cette réalité a profondément modifié la perception des citoyens vis-à-vis de la politique nationale. Beaucoup ont pris conscience du rôle que jouent les forces extérieures dans les bouleversements politiques internes, et la transparence du gouvernement d'Ibrahim Traoré a renforcé la confiance dans la gestion de la crise. Pour la région du Sahel et au-delà, l'échec de ce complot a envoyé un message fort. Les règles du jeu ont changé. Les coups d'État, longtemps vus comme un moyen acceptable de changer de régime, n'étaient ni n'est plus tolérés. Les voisins du Burkina Faso, notamment le Mali et le Niger, ont dû reconsidérer leur propre stratégie face à un exemple aussi fort. L'exposition du complot a servi de catalyseur pour une réévaluation générale des rapports de force politique en Afrique de l'Ouest, avec un accent accru sur la souveraineté nationale et la légitimité des gouvernements. Cependant, cette réaction de l'État burkinabé n'a pas été sans conséquences à long terme. Si elle a renforcé la légitimité du gouvernement de Traoré, elle a aussi semé des graines de méfiance parmi certaines factions internes. Certains ont vu dans cette exposition publique une consolidation du pouvoir autoritaire et une fermeture de l'espace politique pour la contestation. Le défi pour le Burkina Faso à l'avenir résidera dans la gestion de cette dynamique interne. Comment maintenir la stabilité et la souveraineté tout en évitant que le pays ne glisse vers un système encore plus centralisé et autoritaire. En conséquence, le Burkina Faso se trouve à un carrefour. D'une part, la victoire contre cette tentative de coup d'État a renforcé la position de Traoré en tant que leader capable de défendre son pays contre des menaces internes et externes. D'autre part, les conséquences de cette victoire pourraient se répercuter sur la manière dont le pouvoir est exercé dans le pays à long terme. La ligne entre la défense de la souveraineté et la consolidation autoritaire devient de plus en plus fine, et seul le temps dira si Ibrahim Traoré réussira à maintenir un équilibre entre ces forces contradictoires. À court terme, la situation au Burkina Faso, après l'échec du coup d'État, devrait connaître une stabilité relative, bien que fragile. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré semble avoir pris l'ascendant en renforçant son contrôle sur les forces armées et en consolidant son pouvoir. Cependant, cette stabilité ne sera pas sans défi. Un des scénarios envisageables est que le gouvernement continue à serrer la vis en imposant des restrictions à l'opposition et en centralisant davantage le pouvoir. À court terme, cette approche pourrait être efficace pour maintenir l'ordre, mais à plus long terme, elle risquerait d'éroder la légitimité du régime. Un climat de répression pourrait s'instaurer avec des manifestations populaires et un climat d'insatisfaction croissante face à un pouvoir jugé trop autoritaire. La question clé ici sera de savoir si le gouvernement parviendra à maintenir un équilibre entre sécurité et liberté. Dans un scénario optimiste, les conséquences du coup d'État échoué pourraient être positives pour le Burkina Faso. En exposant les conspirateurs et en éliminant les forces de déstabilisation, Ibrahim Traoré pourrait renforcer son image de défenseur de la souveraineté nationale. Ce renforcement pourrait conduire à une période de croissance économique et de développement social. Avec la consolidation de son pouvoir, il pourrait initier des réformes politiques et économiques nécessaires pour transformer le pays en un modèle de stabilité dans une région en proie à des tensions politiques et militaires. Les relations internationales, notamment avec les pays voisins, pourraient s'améliorer si Traoré réussit à naviguer habilement dans le contexte géopolitique complexe du Sahel. Le scénario pessimiste, cependant, implique une détérioration de la situation interne et régionale. L'échec du coup d'État
pourrait avoir déclenché des frictions internes plus profondes. Les rivalités au sein de l'armée, notamment entre les factions pro-Traoré et les anciens soutiens de l'opposition, pourraient s'intensifier, menaçant de fracturer davantage le pays. La répression accrue pourrait pousser certains groupes de l'opposition à se radicaliser, donnant naissance à des mouvements armés ou à des rébellions. Ce climat de division pourrait également aggraver les tensions avec les pays voisins déjà fragiles eux-mêmes, créant ainsi un environnement régional encore plus volatile. Dans tous les cas, il est évident que la gestion de la période post-crise sera déterminante. Ibrahim Traoré devra prendre des décisions cruciales pour garantir non seulement la stabilité du pays, mais aussi la légitimité à long terme de son gouvernement. S'il parvient à éviter les écueils d'un pouvoir trop centralisé et autoritaire, il pourrait instaurer un équilibre fragile mais nécessaire pour surmonter les défis à venir. Pour les citoyens du Burkina Faso et de la région du Sahel, les événements de janvier 2026 auront des répercussions profondes et durables. D'une part, la réaction décisive d'Ibrahim Traoré a renforcé le sentiment de sécurité parmi ceux qui soutiennent la stabilité et l'intégrité de l'État. La transparence avec laquelle l'État a exposé le complot a permis de dissiper certains mythes sur la politique du pays et a permis aux citoyens de comprendre les enjeux réels derrière cette tentative de renversement. L'exposé public des conspirateurs et l'arrestation des responsables ont non seulement montré la résilience de l'État, mais ont également renforcé la confiance des citoyens dans la capacité du gouvernement à défendre leur souveraineté face à des menaces internes et externes. Cependant, pour d'autres, l'exposition du complot pourrait créer un sentiment de méfiance grandissant. Les actions du gouvernement ont pu renforcer l'idée que le pouvoir central se renforce au détriment des libertés politiques et sociales. Si une partie de la population soutient l'approche autoritaire de Traoré, une autre pourrait percevoir cette répression comme une menace à leurs droits fondamentaux. La question de savoir si la réponse de l'État a été proportionnelle et juste sera centrale dans la manière dont l'opinion publique évoluera dans les mois et années à venir. Dans cette dynamique, une partie importante du défi pour le Burkina Faso sera de maintenir une relation de confiance entre le gouvernement et ses citoyens. Traoré devra non seulement sécuriser ses positions politiques, mais aussi s'assurer que les citoyens continuent de se sentir impliqués dans les décisions du pays. Un dialogue ouvert, des réformes politiques et un engagement à respecter les droits humains seront essentiels pour éviter que l'unité nationale ne soit fragilisée. Les décisions prises au cours des prochains mois définiront la trajectoire du pays et la manière dont ses citoyens percevront la stabilité. Le Burkina Faso, après avoir traversé une crise politique majeure, se trouve à un carrefour décisif. Pour sortir de cette période de turbulence et assurer une stabilité durable, Ibrahim Traoré et son gouvernement devront prendre plusieurs mesures stratégiques. Voici un cadre en 5 étapes pour maintenir l'ordre et promouvoir la paix dans les mois à venir. Réconciliation nationale. L'une des premières priorités devra être de rassembler les différentes factions du pays autour d'un projet commun de paix et de réconciliation. Les tensions internes pourraient être réduites grâce à une politique de pardon et de dialogue entre les différents acteurs politiques et militaires. Traoré devra aussi faire un geste envers les anciens opposants, en leur offrant une place dans le processus décisionnel pour éviter de marginaliser des groupes de manière permanente. Réformes économiques. Une stabilisation économique sera essentielle pour consolider les bases du pouvoir. Le gouvernement devra investir dans les infrastructures, créer des emplois pour les jeunes et attirer les investissements étrangers. Cela passera aussi par la lutte contre la corruption et le renforcement de la gouvernance économique. Renforcement de la sécurité interne.
Il est primordial de maintenir un appareil de sécurité robuste et de continuer à surveiller les potentiels foyers de résistance. La mise en place de cellules de renseignement et de coopération avec les pays voisins sera cruciale pour prévenir toute nouvelle tentative de déstabilisation. Réforme politique. Traoré devra ouvrir l'espace politique et organiser des élections libres et transparentes dans un avenir proche. La confiance du peuple en ses dirigeants passera par l'instauration d'un système politique plus inclusif et plus représentatif. Cela inclut des réformes constitutionnelles et une meilleure séparation des pouvoirs. Engagement diplomatique. Enfin, renforcer les relations diplomatiques avec les pays voisins et les organisations internationales est essentiel pour garantir la stabilité régionale. Le Burkina Faso devra démontrer qu'il est un partenaire fiable dans la lutte contre le terrorisme et les défis géopolitiques du Sahel. Ces 5 étapes sont une feuille de route pour renforcer la légitimité d'Ibrahim Traoré, restaurer la confiance du peuple et garantir une transition pacifique vers une gouvernance plus stable et démocratique. L'échec de la tentative de coup d'État en janvier 2026 n'a pas seulement marqué un tournant pour le Burkina Faso, mais il a aussi révélé les défis complexes que chaque leader doit affronter dans un contexte de transition post-coloniale. Ibrahim Traoré, au centre de cette crise, incarne à la fois l'espoir et la résistance d'un peuple qui refuse de se laisser emporter par les tumultes de l'histoire. Son rôle en tant que chef d'État n'est pas celui d'un simple gouverneur, mais celui d'un symbole de la souveraineté retrouvée et de la résilience nationale. À travers cette épreuve, il a non seulement défendu l'intégrité de son pays, mais a aussi tracé un chemin pour un avenir incertain. Le Burkina Faso, bien que secoué par la tentative de déstabilisation, se retrouve à un point de bascule. Le pays pourrait, grâce à la leadership de Traoré, se redresser, mais il lui faudra encore naviguer entre les forces internes et externes qui cherchent à influencer son destin. Ce moment historique pourrait bien être un catalyseur pour d'autres nations de la région, montrant que même face à des adversaires puissants, la vérité et la transparence peuvent être des armes plus puissantes que la violence. Ibrahim Traoré a choisi de ne pas se taire, et ce choix pourrait redéfinir l'avenir du Burkina Faso pour les générations à venir. L'histoire du Burkina Faso en janvier 2026 ne s'est pas arrêtée à l'échec d'un coup d'État, mais elle a tracé une nouvelle voie pour le pays. L'intrigue dévoilée, les conspirateurs arrêtés et la réponse d'Ibrahim Traoré ont marqué une nouvelle ère de transparence et de résilience. Cependant, cette histoire n'est pas seulement celle d'un gouvernement qui a su se défendre, c'est aussi celle d'un peuple qui, malgré les épreuves, est appelé à participer à la construction d'un avenir commun. Que cette expérience serve de leçon pour d'autres nations confrontées à des défis similaires. Il est possible de repousser l'impunité et de reconstruire un avenir politique basé sur la vérité, la justice et la responsabilité. Le chemin est encore long et semé d'embûches, mais chaque étape vers un Burkina Faso stable et prospère est une victoire pour la souveraineté et la dignité du peuple. Alors, qu'en pensez-vous? Comment, selon vous, les autres pays de la région peuvent-ils tirer des leçons de l'exemple du Burkina Faso pour renforcer leur propre stabilité?